Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience du fait que l'école prend toute la place. Comment, pourquoi et dans quelle mesure, en fait, ce système scolaire épuise la relation familiale. Donc, c'est important de bien se... Hop, j'éteins le micro qui était allumé. C'est important de faire cette prise de conscience parce que la plupart du temps, en fait, l'école devient en fait le principal vecteur de problématiques et de conflits. Et même si, évidemment, l'école est importante, on n'est pas là en train de dire que l'école, ça sert à rien et que on n'a pas besoin de l'école, etc. Ça, chacun va avoir son avis sur la question. C'est pas vraiment l'objectif de cette conférence. Moi, pour moi, l'objectif de la conférence, c'est de comprendre que l'école n'est pas censée devenir le centre de la vie familiale. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a plus vraiment conscience parce que, notamment quand on élève des enfants neuroatypiques, euh, l'école a vraiment cette tendance à prendre une place qui est, à mon sens, totalement démesurée. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que pour vous, dans votre vie aujourd'hui de maman, d'enfant neuroatypique, est-ce que l'école prend beaucoup, beaucoup de place? Donc, est-ce qu'elle prend de la place dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos conversations, par exemple, dans la relation avec votre enfant? Est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place? Parce que moi, pour moi, ça l'a été. Voilà, oui, exactement. Trop de place. Ça l'a été. Et l'école, en fait, pour moi, l'école devrait rester à l'école. Sauf que l'école empiète à la maison et ça empiète de plus en plus à la maison. Donc, c'est comme si on avait un invité supplémentaire, quelqu'un avec qui on vivait en plus, qui est l'école, qui nous responsabilise, nous, en tant que parents, par rapport à la relation avec les enfants, par rapport à notre vie familiale. En fait, tout tourne autour de l'exigence de l'école, les remarques et les inquiétudes. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un changement de regard, un changement de paradigme. Parce que le problème, c'est pas l'école en vérité. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est qu'est-ce que nous, on accorde comme place à l'école dans la relation avec nos enfants. Je ne sais pas si vous voyez la différence en fait. Je pense que vraiment l'école, de façon inconsciente ou consciente, empiète constamment sur nos vies et notamment avec nos enfants neuroatypiques parce que on est tout le temps sollicité par l'école par rapport à nos enfants. Pourquoi? La première prise de conscience, enfin, les premières prises de conscience, c'est de comprendre que l'école, le système scolaire, en fait, s'appuie sur nos peurs les plus profondes vis-à-vis de nos enfants. La peur de l'échec, la peur de leur souffrance, la peur qu'ils soient rejetés. Donc, vous voyez tout ce sur quoi s'appuie l'école. La peur qu'il n'ait pas d'avenir. Ça, c'est pour moi, quand je pensais école avant, je pensais ça. Je pensais échec, souffrance, rejet et pas d'avenir. Et du coup, on vit avec ça. Et avec nos enfants neuroatypiques, c'est d'autant plus amplifié. C'est d'autant plus amplifié par les remarques quotidiennes, répétées, les difficultés rencontrées, les sollicitations permanentes du système scolaire à notre endroit de maman. La plupart du temps, on fatigue, on s'épuise, on n'arrive plus à avoir vraiment de lucidité vis-à-vis de ça. Euh, on doit même souvent lever le pied professionnellement à cause de ça, parce qu'en fait, le système scolaire nous envoie des mails, des rendez-vous, des remarques, toutes les difficultés, chaque chose qui se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nos enfants. On est tout le temps sollicité par rapport à ça. Donc tout ça,
Ça va alimenter notre inquiétude. Donc, on est déjà inquiet parce qu'on a eu un diagnostic, parce que comment dirais-je, absorber le fait que nos enfants aient des comportements différents, des difficultés, qu'il y ait des rendez-vous chez les thérapeutes. Donc, nous, on devient, sans le vouloir ou sans s'en rendre compte plutôt, complètement dépendant de l'école, de ce qu'elle pense de nous et de nos enfants. Et en fait, c'est cette dépendance qui fait qu'on n'arrive plus à se détacher de l'école et en tout cas du système et qu'on se sent tout le temps tiraillé et concerné par ce qui se passe à l'école. Donc comment ça se passe? Comment ça se passe concrètement et pourquoi ça envahit tant notre relation? Ce qui se passe, c'est que l'école prend toute la place dans nos têtes. Vous ne m'avez pas vraiment répondu, mais je pense qu'on peut s'imaginer que, enfin, quand on dit que ça prend trop de place, je pense qu'on peut imaginer que effectivement, l'école est envahissante. C'est envahissant dans nos vies et du coup, c'est envahissant dans notre relation à nos enfants. Parce que sans peut-être vous en rendre compte ou vous vous en rendez compte, mais vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Et du coup, tous nos échanges tournent autour de l'école. Tous les échanges, la plupart du temps, tournent autour de l'école. J'ai deux sujets de conversation qui sont aujourd'hui les plus usités dans les familles, c'est l'école et les écrans. Alors, c'est un truc, c'est vraiment, tout tourne autour de ça. Donc, en fait, quand je dis que tous les échanges tournent autour de l'école, c'est les devoirs, les notes, les oublis, les comportements, les difficultés scolaires. Et donc, on passe quasiment tout notre temps à gérer, à organiser, à négocier, à rappeler. C'est vraiment, ça devient complètement chronophage et ça devient complètement absurde, mais on passe notre temps à faire ça. Et comme nous, on est envahi par ça, parce qu'en fait, on veut gérer la relation avec les professeurs, avec le PAP, on veut organiser les choses, planifier pour que tout soit OK par rapport aux divers rendez-vous. On doit rappeler sans cesse pour dire oui, mais vous avez oublié ça, oui, mais là, il y a le PAP, oui, nanana. On doit négocier, ah bon, vous voulez pas ça, là il y avait pas, il voulait pas remplir le GVASCO, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Enfin, il y a tout le temps des choses qui viennent nous envahir. Je ne peux pas dire autrement. Il faut faire les devoirs. Nos enfants n'ont pas envie de faire les devoirs. Là, en ce moment, ils sont en saturation. On est d'accord, enfin, je ne sais pas vous, mais chez moi, ça sature grave. C'est hyper compliqué. J'ai du mal à réveiller, j'ai du mal à faire vraiment travailler. Bon, déjà comme ça, j'ai du mal, mais alors là, c'est encore pire. En plus, il y a les profs, il faut rattraper. Là aujourd'hui, il y a eu des absences, etc. Vendredi après-midi, 3 évaluations. Moi, mon dernier, il est total saturé, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui se passe. C'est toujours la même façon, la même façon dont l'année se passe. Ça fait maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que l'année, elle se passe de la même manière. Je le sais, je m'y attends à chaque fois. Je sais qu'à partir du mois de mai, ça flanche petit à petit et que là, en fait, le cerveau de mon fils, il est saturé, il n'arrive plus. Donc, soit je continue au burin et je lui parle que de ça, et je vis avec cette pression et je lui en parle tout le temps. Soit en fait, j'essaie de nourrir le lien. Parce que parler à nos enfants que de l'école, ça ne nourrit pas le lien que vous avez avec eux. Notre job, normalement, c'est pas de leur parler d'école. Le problème, c'est que l'école, ça devient le filtre au travers duquel on regarde nos enfants. Comme je vous ai dit avant, comme ça réveille nos grandes peurs,
Donc, nos peurs de l'avenir, nos peurs du rejet, nos peurs de nos anxiétés par rapport à diverses, au fait qu'ils ne puissent pas avoir les mêmes chances que les autres, etc., etc. Et ben en fait, on est complètement prisonnier de ce que pense l'école. Et donc, nous, on va regarder nos enfants au travers de l'école. Et comme on n'entend parler que des difficultés, que de ce qu'ils font pas bien, c'est toujours la même chose. On nous parle des comportements. Il y a ce côté aussi avec les comportements, les oublis, les notes, etc. Aujourd'hui, il y a tout un truc qui me semble important de comprendre, c'est qu'il y a une classification des problématiques qui me semble aussi absurde. C'est-à-dire que chaque comportement aujourd'hui va être décortiqué comme s'il était dramatique. On confond des choses, on n'est plus du tout l'école et le système n'est plus du tout rationnel. Et donc, nous, on n'arrête pas de cogiter par rapport à ça. On essaie de trouver des solutions. On ne sait plus quoi faire. Donc, ce qui se passe, c'est que on n'entend parler que des difficultés. Et du coup, on ne voit plus vraiment les ressources. Notre seule ressource, c'est notre enfant doit travailler, notre enfant doit rentrer dans les cases. Mais tu comprends, Virginie, il faut quand même qu'il fasse ses devoirs. Mais tu comprends, il y a ça. Mais tu comprends, la prof, elle m'a appelé. Alors, oui, je comprends. Mais il va falloir, en fait, prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ça. Parce que si on ne fait que gérer des problèmes scolaires, on risque de perdre de vue la personne qu'est notre enfant. Si on le voit que au travers de la scolarité, et attention, on veut aider, on aime, on veut faire comprendre, etc., etc. Je veux dire, ce n'est pas ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est juste comprendre qu'en fait, c'est une impasse dans laquelle on se trouve parce que soit vous acceptez que le système fonctionne comme ça et du coup vous allez vouloir changer votre enfant par rapport à ça, soit vous n'acceptez pas le système et donc du coup vous allez vouloir le changer alors que ce n'est pas la réponse non plus. En fait, il faut bien comprendre que vous devez arbitrer vos réponses par rapport à ça. On ne va pas pouvoir changer le système et on ne va pas pouvoir changer nos enfants. Aujourd'hui, le système, il est en difficulté. Mais le système, c'est quand même des adultes qui sont censés être responsables. Donc le système, il est en difficulté et on a bien conscience d'une chose, c'est qu'en fait, il ne répond pas du tout à nos attentes. Et comme en ce moment, et notamment, je trouve, là, depuis ces dernières années, ça s'est durci, il ne sait vraiment pas quoi faire. En fait, on est face à un système qui n'évolue pas. Le système, il n'évolue pas, mais le monde évolue et nos enfants évoluent. Il y a plus de diagnostics, il y a un monde différent. Les enfants d'aujourd'hui sont certainement pas les enfants d'hier. Et toutes ces comparaisons de comment c'était avant, du soi-disant, du manque de respect, de l'insolence des enfants rois, des mères trop impliquées et de je ne sais quoi, de que le système, en fait, a du mal à comprendre. Eh ben, le système tel qu'il est, plutôt que d'évoluer aujourd'hui, et ça, c'est une réalité, il se replie sur lui-même et on est à nouveau dans plus de contrôle, dans plus de conformité et dans plus de pression. On veut plus contrôler les élèves. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ultra contrôlant. En plus, vous avez, on sait tout, école directe, MBN, Pronote, etc. Enfin, on sait quasiment tout en direct de ce qui se passe pour nos enfants. Ça aussi, c'est une pression de fou. C'est-à-dire qu'en gros, chaque comportement, chaque oubli, tout est noté comme si ça avait une importance capitale et comme si nous, en tant que parents, on était responsables de tout.
Donc à chaque fois, on vous dit, oui, n'oubliez pas, vous devez en parler avec vos enfants, faites le nécessaire avec vos enfants, etc. etc. Mais en- quelque part, ils sont pendant 6 heures en cours. À un moment donné, il faut aussi pouvoir communiquer avec les adultes qui sont en face de vous. C'est ça, ça crée zéro relation aussi entre l'école et les élèves. Donc, on sait que le contrôle, on sait que la conformité, la pression, le côté ultra hiérarchisé de la relation, ça ne fonctionne pas avec nos enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants neuroatypiques sont d'autant plus stigmatisés qu'avant. Parce qu'avant, la conformité, c'était la même. Tout le monde vivait à peu près pareil. Alors, il y avait déjà les cancres, les ingérables, etc., etc. Mais c'était totalement différent. Aujourd'hui, les enfants évoluent différemment. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, même nous en tant que parents, eux aussi. Et aujourd'hui, les enfants ont un rapport avec l'autre qui est totalement différent. Et ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas être changé aujourd'hui avec l'école. Par contre, vous, en tant que parent, vous pouvez changer votre relation avec vos enfants par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec l'école. Il y a toujours cette question conflictuelle qui dit que oui, mais si je lui explique que les adultes, donc comme ils sont neurodivergents, que les adultes n'ont pas toujours raison, sont pas ci et ça, il va le prendre pour être plus insolent, il va se permettre des choses, etc. Mais les réalités sont telles que quand vous avez des personnalités abusives, qui sont des adultes, on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut expliquer à son enfant que là, on est face à quelqu'un qui a tel type de comportement. Aujourd'hui, c'est dans le rapport scolaire, donc il doit y avoir un certain respect, mais ça n'empêche pas de penser certaines choses et de voir que cette personne, c'est pas parce qu'elle est un adulte qu'elle a toujours raison et que son comportement est OK. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix convaincre l'école ou d'être comprise ou d'être validée ou d'être entendue. Ça, ce serait vraiment génial. Mais c'est une bataille qui peut vraiment être épuisante. Le plus important, le véritable changement qui peut intervenir et qui doit intervenir, c'est de cesser de dépendre du regard du système pour plus se concentrer sur nos enfants. Quand je dis ça, c'est que souvent vous vous battez pour vos enfants, mais vous vous battez au regard du système pour qu'ils soient compris. En fait, très clairement, le système, on s'en fout en soi. C'est leur système à eux. On accepte certaines règles, mais on n'est pas obligé de s'en convaincre en fait. Et on n'est pas obligé, l'école n'est pas censée valider ce que qu'on fait, ce qu'on sait. Si l'école ne valide pas les troubles, les problématiques, si elle ne comprend pas, est-ce que nous, on va se battre pour valider? Moi, je ne vais plus me battre pour ça, en fait. Les réalités, elles sont là. Il y a des diagnostics, il y a des aménagements. Si eux ne veulent pas en prendre conscience, si eux ne veulent pas, c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. Ça signifie en profondeur qu'en fait, nos enfants ont telle ou telle difficulté, clairement, que nous, on met des adaptations en place, qu'on fait des choses, mais qu'on va surtout nourrir la relation qu'on entretient avec notre enfant par rapport à ça. Et ce qui manque la plupart du temps dans notre posture de parents d'enfants neuroatypiques, de mamans d'enfants neuroatypiques,
c'est la confiance. Parce que à force de toutes ces remarques, d'entendre dire que tout est de notre faute, qu'on fait rien de bien, que badadi, que nanana, que nos enfants sont comme ci, que nos enfants sont comme ça, on perd confiance en nos capacités maternelles. Et donc, on laisse cette confiance où on leur laisse nous transmettre ce que eux pensent de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait dire, de comment on devrait se comporter. Donc, on remet en fait notre confiance dans l'école. On leur demande la validation. Eux, ils ne nous valident jamais. Hein. La plupart du temps, ils ne nous valident jamais. Même s'il y a eu des efforts, là, très récemment, il y a des efforts qui ont été fournis sur une maman que je coach et son fils avait fait des efforts durant 3 semaines vraiment intenses, etc., avec toujours des relances parce que les enfants qui doivent faire tous ces efforts ne se rendent pas compte. On n'imagine pas ce que ça représente en fait, humainement, de ce que ça représente pour eux. Donc, au bout de 3 semaines, il y a une défaillance. Et dès qu'il y a une faille, on s'engouffre dedans et on remet de la rage pour dire oui, mais bon, il faudrait, vous comprenez, il a tenu que 3 semaines. Il a tenu 3 semaines. Pour au final que ça se passe mal, que bidule, que machin, qu'il réponde au prof qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'a pas envie de faire quelque chose. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça en vrai? Rien du tout. D'une, ça motive aucun enfant. Et de deux, c'est une relation qui ne sert strictement à rien. Donc, vous gardez confiance. Vous gardez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Vous retrouvez confiance en vous. La confiance aussi en la compréhension de votre enfant. Ça, c'est pareil. Vous connaissez vos enfants. On va vous dire à l'école, oui, mais il est comme ci, il est comme ça, il est immature, il fait trop de bruit, il travaille pas assez, gna, 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 gna. Donc, vous ressassez tout ça, puisque en même temps, la plupart du temps, c'est soit une histoire de comportement qui va pas des notes qui sont peut-être moyennes, soit alors il peut y avoir des enfants, bien sûr, avec des comportements très violents. Il peut y avoir des histoires, enfin des vraies histoires. Il peut y avoir des choses très fortes qui créent des grosses problématiques. Là, il faut évidemment travailler, trouver des stratégies, mais c'est pareil avec de la confiance. Mais quand on est sur quelque chose qui est tout à fait relatif, avec des enfants qui ont plus ou moins de problèmes de comportement, avec des moments difficiles, mais avec des moments aussi d'accalmie, il faut que nous, on ait confiance. Confiance en nous, confiance en notre capacité à comprendre nos enfants, confiance en toutes les connaissances que vous avez acquises. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes encore en train d'acquérir des connaissances. Vous savez sur le bout des doigts, vous en connaissez des fois bien plus même que les thérapeutes. Continuez à avoir confiance en ça, en vos recherches. L'intuition parentale, vous devez aussi avoir confiance en vos intuitions, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et pourquoi. On a souvent des très bonnes intuitions, mais on ne les suit pas parce qu'on se laisse déborder, guider par l'école ou par le système. L'idée, c'est pas d'être contre l'école. De toute façon, on va pas se battre contre le mammouth, là, je ne sais plus quel ministre avait dit ça. C'est pas d'être contre l'école, c'est d'être lucide. Et c'est cette lucidité, la plupart du temps, qui nous manque. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, on est sur nos peurs. Peur du jugement, peur de l'avenir, peur du manque de réussite, perte de chance, etc., etc. On est en boucle là-dessus. Du coup, on ne suit plus nos intuitions. Et par moment, on enfonce nos enfants dans quelque chose où ils n'y arrivent plus, quand ils saturent, quand la phobie scolaire commence à pointer son nez, parce qu'en fait, c'est ça les problématiques. C'est qu'à un moment donné, les enfants ne veulent plus aller à l'école, ils sont en état de saturation et de survie tout le temps. Quand vous êtes malmené au quotidien, vous savez très bien où ça mène. Ce qu'on a, nous, qu'on appelle le burn-out chez les adultes, les enfants, scolairement, c'est la même chose, ça s'appelle la phobie scolaire.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus vous lever, vous ne voulez plus aller à l'école, vous ne comprenez pas le sens de pourquoi vous êtes là. Et ce n'est même pas une histoire de résultats scolaires. Vous vous sentez mal, vous vous sentez harcelé, vous vous sentez, enfin, les enfants se sentent mal, harcelés, incompris, ni par les adultes, ni par les enfants. Ils ont le sentiment que on ne leur parle que de ça, mais il n'y a aucun sens dans ni leurs apprentissages, ni pourquoi ils sont là. Enfin, c'est compliqué pour eux. Ils commencent à saturer et au bout d'un moment, et moi souvent, je voulais vous expliquer, hein, en septembre, on a eu les 2 mois de vacances qui ont fait redescendre la pression. En septembre, chez moi, ça se passe toujours comme ça. Septembre, il y a la nouveauté jusqu'au mois de décembre. Après, il y a un moment de grosse fatigue. Janvier, c'est souvent un mois très difficile. Et après, il y a février, mars, c'est OK. Et à partir des vacances, après les vacances de printemps, ça part souvent en cacahuète dans le sens où ça ne va plus. Il n'y a pas assez d'activités, de sorties, de moments où on peut faire autre chose que. Et alors là, avec les beaux jours, l'envie d'évasion, ça semble vraiment, être compliqué. Et puis l'adolescence avec les heures de sommeil inversées, voilà, bref, ça devient compliqué. Donc, le plus vous allez être lucide sur les situations, le plus vous allez reconnaître les limites du système, parce que ce système, il est dans sa limite aujourd'hui, sans lui donner le pouvoir de définir qui on est et qui est notre enfant. Ne donnez pas de pouvoir à des personnes qui ne comprennent rien, qui ne vont pas vous aider, qui ne vont pas vous comprendre. Vous devez être ce pouvoir-là. Bon, on me dit toujours, oui, mais bon, je ne peux pas défendre mon enfant par rapport à ça, il a ici, il a eu ça. Alors, mon point de vue, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Évidemment, vous défendez toujours votre enfant. Vous êtes sa meilleure avocate. Évidemment, on ne laisse pas tomber. On n'excuse pas, on cautionne pas, on ne sait pas. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Ça veut juste dire que vous défendez parce que vous êtes le garant de cette problématique de troubles, que ce soit des troubles 10, que ce soit des troubles du TDAH, que ce soit le trouble de l'opposition avec provocation, ce sont des troubles. Ils sont médicalement prouvés. Ils ont une incidence sur la vie de nos enfants. Et le plus important, c'est de construire la vie de nos enfants. Cette idée qui dit que c'est l'école qui va dicter leur avenir, pour moi, c'est totalement faux. L'école, elle va permettre de faire des choses, oui, bien sûr, pour des enfants qui vont dans un tunnel et pour qui ça va se passer, mais ça ne va pas forcément dicter l'avenir des personnes. On peut très bien avoir des moments difficiles, ne pas du tout apprécier l'école et traverser et faire des choses quand même. On peut très bien avoir d'énormes difficultés au collège, au lycée, des difficultés de sociabilisation, de travail, etc., avoir des notes très mauvaises et terminer par faire de très belles études. Alors, je sais que ça, les gens me disent toujours oui, mais non, c'est pas vrai, etc., etc. S'il n'y a pas de troubles cognitifs, s'il y a des HPI, il y a toute forme, il y a toute formule. Il y a des gamins qui ne feront jamais rien, qui seront des très bons entrepreneurs, qui n'auront jamais été à l'école. Moi, j'ai des amis, dans mon entourage, évidemment, je suis entourée de neuroatypiques qui ont arrêté l'école en cinquième, en troisième. Alors, on va me dire, oui, mais la société avance, si ça. Je ne crois pas. Je pense que la réponse, c'est la confiance qu'on va mettre dans tout ça. Donc, c'est important de choisir la manière dont on va contrôler, nous, le système, plutôt que de le subir. Et donc, comment on va y répondre. Et ça, c'est hyper important pour nos enfants aussi. Parce que en faisant ça, on apprend à nos enfants qu'on est capable de prendre du recul en tant qu'adulte sur des situations et qu'on n'est pas juste émotionnellement en réaction face à eux ou face au système. Qu'on n'est pas en train de nier les difficultés, qu'on est en train de voir les choses avec lucidité et qu'on n'est pas dans l'effondrement
sous le poids de cette satanée école et système scolaire. Moi, j'étais complètement prisonnière de ce poids. Et plus je laissais la porte ouverte, plus les relations étaient tendues avec mes enfants, moins ils avaient envie de travailler, plus en fait j'allais défendre. Donc quand je les défendais par rapport au PAP, par rapport à ça, j'étais en porte-à-faux parce que j'étais en colère contre eux et j'étais en colère contre le système en même temps. Donc j'avais deux colères qui me rendaient triste, qui me rendaient fatiguée, etc., irritable. J'étais en colère contre eux parce que eux, mes enfants, ne faisaient pas ce que j'attendais d'eux et l'école ne faisait pas non plus ce que j'attendais d'elle. Donc j'étais complètement effondrée sous le poids de ces deux, de ces deux chapeaux là qui venaient m'alourdir. En fait, quand j'ai compris qu'en gros, il fallait que j'en veuille ni au système, ni à mes enfants, que je devais prendre du recul par rapport à ça, que je devais adapter mon discours et ma conscience, mes prises de conscience par rapport à ça, ça m'a déchargé d'un poids. Comment j'ai fait ça concrètement et comment on peut reprendre le pouvoir? Le pouvoir, il se reprend quand on crée de la distance émotionnelle avec l'école. Il y a 3 points importants. Tout ce qui vient de l'école n'est pas la vérité. Je répète, tout ce qui vient de l'école n'est pas la vérité. Ce qui vient de l'école, c'est un point de vue. C'est une image à un instant T de votre enfant qui est en évolution, qui a besoin d'un temps différent, d'une organisation différente, de points de vue différents. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que votre enfant a des difficultés aujourd'hui qu'il ne réussira pas sa vie demain. Donc, ce n'est pas la vérité. Le deuxième point, c'est donc une information. La distance émotionnelle face à l'école, c'est de prendre les choses telles qu'elles arrivent, de traiter une information. Moi, aujourd'hui, quand j'ai quelque chose qui se passe, là, par exemple, on a eu 3-0 en anglais, pour vous dire, le troisième trimestre. Donc, je me dis, est-ce qu'il est nul en anglais? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Je ne comprends pas, il a sa prof, blablabla, je cogite, je m'agite, etc., etc. Non, je le fais, hein, forcément, mon cerveau, il va partir dans son tourbillon. Donc, c'est ce que je dois faire. Virginie, tu vas traiter l'information. Je dois traiter l'information, l'analyser et l'intégrer. Et une fois que j'ai fait ce système-là, je peux donner ma réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traité l'info, donc j'ai vu ces 3 notes. J'ai analysé la situation en demandant à mon fils ce qui s'était passé et en demandant un rendez-vous avec la prof d'anglais. Donc, j'ai analysé les 2 points de vue et puis j'ai intégré et j'ai demandé, j'ai fait des propositions. Elles sont acceptées, elles ne sont pas acceptées. C'est comme ça. Donc là, bon, il s'avère que pour une fois, ça s'est très bien passé parce que cette prof d'anglais est vraiment sympa. Donc, elle avait oublié que Gabin ne faisait pas d'écrit, mais que de l'oral. Mais pour l'instant, j'ai toujours 3-0 qui sont notés dans le bulletin. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans leur relation. Il va falloir que je regarde la situation. Est-ce qu'il a fait ses évals à l'oral ou pas du tout? Mais en tout cas, j'ai intégré. C'est pas une vérité. Mon fils, il est nul en anglais, il est nul en maths, il est nul en français. Je m'en fous, en fait. J'ai pris ce parti. Je ne vous demande pas de penser la même chose que moi. Attention, il y a des gens, je sais, pour qui c'est très important, les notes et tout. Ça ne va rien changer à ce que vous pensez, ce que je vous dis. Moi, pour moi, j'ai pris mon parti autrement. C'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue universel et je respecte totalement le fait que pour vous, les notes sont importantes, etc. etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais juste, comprenez bien que ce que dit l'école n'est pas une vérité. C'est une information que vous devez analyser et ensuite intégrer. Et que les réponses ne seront pas forcément celles que vous attendez. Mais ça n'empêche pas que vous avez aussi votre vérité. Et c'est de ces vérités que vous devez parler. Entendu, pas entendu, ce n'est pas votre problème.
Plus vous allez prendre de la hauteur, plus en fait, les choses que l'on va vous dire ne seront plus votre problème parce que vous avez vos propres objectifs, votre propre confiance en vous et en vos enfants. Et donc, vous partez avec des atouts qui sont majeurs. N'oubliez pas, vous ne dépendez plus de l'école, en tout cas de ce que pense l'école de vous et de vos enfants. Le deuxième levier qui va vous permettre de reprendre le pouvoir, c'est de différencier les difficultés réelles des attentes du système. Parce que bien souvent, en fait, nos enfants ont des difficultés dans les adaptations, dans pourquoi ils n'arrivent pas à faire, pourquoi ils n'arrivent pas à écrire, pourquoi, parce que c'est lié à leurs troubles. Et du coup, les troubles, et c'est là où je demande de bien intégrer que vos enfants ont des troubles et que le système, en fait, a des attentes qui handicapent nos enfants. Donc, mon enfant est-il réellement en difficulté? Parce qu'en fait, les difficultés qui sont montrées, est-ce que ce sont des difficultés réelles ou est-ce que c'est juste un système qui empêche l'épanouissement, qui empêche l'évolution? Ça change tout aussi dans la balance. Parce que c'est pas mon enfant qui est inadapté, c'est le système qui ne l'est pas. Et on va pas pouvoir le changer, mais c'est une réalité qu'il faut absorber. Et si vous dites ça à vos enfants, en fait, moi, j'ai confiance en toi. Le système n'est pas adapté. On ne peut pas changer le système. Ça ne veut pas dire qu'on va critiquer le système. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire les professeurs, etc. Ça veut dire juste c'est une réalité. Apprendre à être lucide pardon, et à montrer la réalité à nos enfants, c'est aussi très intéressant. Parce que comment on va pouvoir la contourner? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va pouvoir se sentir par rapport à ça? Et il n'y a pas toujours la même réponse. Il va y avoir des réponses différentes, des adaptations différentes. Mais vous pouvez avancer. Parce que si, et c'est vrai, dans notre vocabulaire de maman d'enfant neuroatypique, le mot compliqué, difficulté, défi revient quand même tous les 3 mots dans chaque phrase. C'est difficile, c'est compliqué, nanana. Donc, mon enfant a-t-il réellement des difficultés ou est-ce que c'est le système en particulier qui accentue les difficultés de mon enfant? C'est important de bien différencier ça. Et le troisième levier, et ça, c'est le plus important, c'est faire de votre lien avec votre enfant votre priorité. La relation n'est pas un bonus qui vient après que votre enfant ait fait tout bien comme il faut dans sa journée. La relation, c'est pas un bonus. La relation, c'est le socle. Et souvent, on met la relation au deuxième plan parce que dans le premier plan, il faut d'abord que l'enfant ait tout fait convenablement pour pouvoir estimer être en lien, en relation avec vous, avec les adultes. Et ça, je sais que ça pique un peu, mais c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce que vous vous laissez prendre par notamment le système. Vos enfants neuroatypiques, vos enfants tout court, ils ont besoin de se sentir compris, mais vraiment compris, pas juste compris parce qu'ils ont un diagnostic, compris dans tout ce que comprend, dans tout ce que génère le diagnostic, leurs difficultés, leurs différences, leur façon de voir les choses. Ils ont besoin d'être soutenus et ils ont besoin d'être en sécurité. Et évidemment, ils ont besoin d'être aimés. Mais ça, c'est naturel. Et en fait,
Ça, c'est la base qui sera beaucoup plus solide par rapport à vos défis du quotidien. Quand j'ai cessé d'être le cerbère des devoirs, des évaluations, des notes, des relations avec les professeurs, que j'ai arrêté d'être le cerbère de oui, mais l'école a toujours raison, les profs ont raison, de toute façon, même si tu l'aimes pas, c'est pareil. Non. Quand j'ai compris qu'en fait, l'adulte pouvait aussi être harcelant face à l'enfant, que toutes ces choses que j'entendais, que je voyais, que je comprenais de leurs difficultés, mais que j'avais quand même envie qu'ils dépassent parce que ça les mettait en sécurité pour leur avenir, et qu'en fait, eh ben, ça ne nourrissait pas ma relation, bah, du coup, j'ai euh, séparé apprentissage et relation. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a fait beaucoup de bien à notre lien, parce que du coup, on a pu échanger sur d'autres choses. Ça n'a été pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Je ne vous dis pas que c'est pas simple, parce que le système est quand même bien ancré. Mais ça a vraiment pu libérer plein de choses. J'étais plus à l'écoute, j'étais moins stressée, j'ai pris confiance en leurs capacités, j'ai écouté, j'ai observé, j'ai vu des mauvaises notes, j'ai vu des meilleures notes, j'ai vu des moments difficiles où ils avaient besoin de récupérer et de ne pas aller à l'école. J'ai accepté les journées bonus, les journées joker, les choses les mauvaises relations avec certains professeurs. J'ai accepté, j'ai pas capitulé. J'ai accepté, j'ai pris de la hauteur. Et du coup, j'ai créé des nouvelles conditions par rapport aux apprentissages, par rapport à mes attentes, à ce qu'ils étaient en capacité de me donner. J'ai pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à tout ça. J'ai dû lâcher certaines choses, notamment le contrôle. Je contrôlais énormément, surtout, même sur les relations avec les autres, même sur les relations avec les professeurs. Je faisais des mails tout le temps, j'étais tout le temps en train de vouloir entretenir des relations. Aujourd'hui, si on ne me demande rien, je ne demande rien non plus, je ne vais plus au-devant de de leurs troubles par rapport à l'école. L'école, le lycée et le collège savent, mais je ne vais plus au-devant de ça. C'est aux autres de venir vers moi. Et s'ils viennent vers moi, je leur explique exactement ce que je fais, où j'en suis et quels sont les objectifs. Est-ce qu'ils sont avec moi ou est-ce qu'ils sont dans leur propre problématique? Et à ce moment-là, ben, je les laisse dans leurs histoires s'ils veulent être dans leurs croyances. Notamment parce qu'évidemment, hein, il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui ne comprennent pas, mais pourquoi il peut ne pas bouger, elle perturbe la classe, il fait ci, il fait ça, etc. etc. Bon, ben, ça reste leur problématique et plus les miennes. Je sais que ça sera un mauvais moment à passer, une année scolaire. Alors, on va dire que là, cette année, c'était plutôt une belle année pour les deux. Donc, tant mieux. Mais ce n'était pas le cas l'année dernière. Donc, voilà. Mais c'est comme ça. Je n'essaye plus de contrôler tout ça parce que ma priorité, c'est le lien avec mes enfants. On passe 18 ans avec nos enfants à peu près une quinzaine d'années, jusqu'à les moments où on se retrouve quand même plus ou moins avec un début de lien qui se distend, pas parce qu'ils nous aiment plus, mais parce qu'ils vont avoir d'autres influences, celles d'amis, celles des personnes qu'ils vont rencontrer, celles des réseaux sociaux, ou de gens qui vont aussi recruter au travers de leurs jeux, etc. Donc, c'est important de tisser le lien et de tisser votre toile tout de suite. Ça ne veut pas dire que c'est perdu si vous n'avez pas réussi à le faire avant. C'est-à-dire qu'il va falloir se rattraper. Si vous arrivez à prendre le lead plus tôt, vous allez pouvoir en fait vraiment créer ce lien, avoir des informations de vos enfants. Moi, j'ai dans mes relations, je donne toujours l'exemple de cette personne de cette maman qui était vraiment dans des difficultés complexes et qui me disait tout le temps que son fils était immature, il avait redoublé 2 fois et donc elle avait toujours tout accepté de l'école. C'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, le gamin, enfin, le jeune garçon, a été quasiment enfermé 2 ans dans sa chambre. Il sortait pas. Il allait à l'école. Il jouait de la guitare. Il l'emmenait à son cours
de guitare dans son groupe et lui, il était enfermé pendant 2 ans. Très peu de sociabilisation. Il n'y avait pas de diagnostic, mais bon, qu'aujourd'hui on sait que c'était un TDAH et un syndrome autistique. Et un HPI derrière tout ça. Donc, je peux vous dire, les notes, elles étaient catastrophiques, hein, mais vraiment catastrophiques. Il a travaillé 3 semaines avant son baccalauréat. Il a eu son baccalauréat avec mention très bien. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. On est bien d'accord. Mais juste pour vous dire que du coup, il y avait pas encore de Parcoursup parce qu'il a 30 ans aujourd'hui. Bah, du coup, il s'était inscrit à la fac. Donc, tout le monde a pensé que oui, mais c'était pas la bonne chose parce que finalement, il avait des tas de capacités. Bref, même sa mère a appelé le rectorat pour être sûr que c'était lui qui avait bien eu son baccalauréat. Enfin, il faut vous dire à quel point c'était chaud. L'unique chose qu'ils n'ont jamais fait, c'est de couper le lien. Ils ont accepté, ça a été dur, ça a été long, ça a été complexe. Ils n'ont jamais coupé le lien. Et ça a changé toutes les choses parce que au final, plutôt que d'avoir coupé le lien, d'avoir vraiment, alors ça n'a pas été simple, ils se sont disputés, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des grosses angoisses. Évidemment, on a peur, on reste des parents, mais ils n'ont pas coupé le lien. Et il leur a dit que jamais il travaillerait avec eux, que leur entreprise c'était ça, c'est des entrepreneurs, etc. Donc au final, aujourd'hui, il a 30 ans. Il travaille avec son père à la transmission de sa société. Et tout ça est revenu dans l'ordre. Ça a mis un certain nombre d'années. Il a fait des très belles études, etc., etc. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Mais si vous coupez le lien, ou en tout cas, vous ne le coupez jamais réellement, mais si vous ne le si vous le substituez uniquement à l'école, aux résultats et au fait que on fasse ce qu'on attend d'eux, qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux, vous, vous détériorez très très grandement la relation. Et il va falloir du temps après pour la renourrir. Et notamment avec des personnalités qui ont des troubles du neurodéveloppement, vous savez à quel point la dysphorie sensible au rejet, donc se sentir rejeté, se sentir incompris, ça peut être envahissant pour eux. Ils vont pas le montrer, ils vont pas forcément toujours le montrer. Il y a toujours ce côté très arrogant, très insolent, etc., etc. Mais le ressenti à l'intérieur, c'est toujours ça qu'il faut vous poser comme question. Parce que vous voyez, la face montrée, le masque, ne reflète quasiment jamais ce qui se passe à l'intérieur. Plus vous nourrissez le lien, plus vous allez connaître ce qui se passe à l'intérieur. Moins vous nourrissez le lien, plus vous n'allez avoir que la façade et le masque. Donc oui, l'école, à certains égards, est importante, mais elle n'est pas la chose la plus importante. La scolarité, c'est quelques années de la vie de nos enfants. C'est pas toute une vie. Et toute une vie, ça se construit sur de la confiance et de l'estime. Et quand on a un trouble du neurodéveloppement, on a déjà une confiance et une estime qui part avec un déficit. Il n'y a pas que finalement le cortex préfrontal qui part avec un déficit, il y a aussi cette estime et cette confiance. Parce que comme on voit qu'on n'est pas adapté au système, très rapidement, on peut perdre de la confiance et de l'estime. On se sent différent, on ne se sent pas compris, on se sent moins aimé, on se sent rejeté par le système, etc., etc. Donc l'estime qu'ils vont construire, la confiance qu'ils vont développer et les relations qu'ils vont entretenir, ça va les accompagner toute leur vie. Donc la relation que vous entretenez avec eux, n'oubliez pas que c'est le démarrage, l'apprentissage des relations. Si à l'école ça se passe mal dans les relations, et que chez vous aussi ça se passe mal, comment on se construit, comment on apprend à construire des relations. En plus, les personnalités neuroatypiques ont besoin d'exemples et de sens. Donc notre responsabilité, c'est pas seulement de les faire réussir dans le système, qui est un système pour moi, c'est un système, c'est pas tous les systèmes, et ça signifie surtout pas que c'est la réalité. Donc, si vous arrivez à vous sortir de ça, si vous, si vous comprenez, si vous prenez suffisamment d'auteur, si votre posture change, vous allez permettre à vos enfants de grandir avec une meilleure confiance en eux.
Et pour ça, c'est vrai que parfois, il faut accepter une réalité qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas changer l'école. Ça, c'est vrai, il faut l'accepter. C'est pas simple, hein. Des fois, ça me met vraiment en colère, hein. Moi, ça m'a vraiment mis beaucoup de colère, hein. Mais on peut changer la place qu'on accorde à l'école dans notre famille. Si vous demandez à vos enfants, je suis sûre qu'ils vont vous dire que vous ne parlez que de l'école. Moi, quand j'ai fait ce constat, quand j'ai commencé à travailler sur ce phénomène-là, c'était lors de la cinquième de mon grand, qui aujourd'hui est en première. Donc, quand j'ai commencé il y a 5 ans, je pense, si je cinquième, quatrième. Oui, c'est ça, il y a 5 ans. Quand j'ai commencé à travailler sur ce constat, sur ces choses-là, j'ai dû prendre beaucoup sur moi. Mais j'ai surtout réalisé que, effectivement, je ne parlais que de ça. J'étais prisonnière de l'école. Donc, la place que j'accordais à l'école dans ma famille, c'était quasiment l'unique place, finalement. Tout le reste, j'écoutais pas, j'avais pas envie. Et si en plus, ils n'étaient pas, ils ne correspondaient pas à ce que j'attendais d'eux, donc par rapport à l'école, j'étais en plus de ça en colère après eux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais faire cette conférence. C'était par rapport à cette prise de conscience. On n'est pas obligé de croire tout ce que nous dit l'école. On peut prendre de la distance émotionnelle. On peut différencier les difficultés réelles du système et on peut créer du lien en priorité. Et c'est vrai, ah oui, l'estime et la confiance est dur et difficile, même à 45 ans. Ah ouais, j'en ai bien conscience. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et souvent, alors effectivement, si en plus on est soi-même neuroatypique, qu'on a vécu des difficultés durant notre enfance, durant notre adolescence, durant notre vie d'adulte, parce que on est parce qu'on est sur parce qu'on a aussi vécu, nous, ces choses-là, on a vécu sur ce registre-là, eh bien, on est d'autant plus en difficulté vis-à-vis de nos enfants par rapport à ça, parce qu'on a peur pour eux encore plus, parce qu'on connaît les difficultés que ça engendre. Et là, vraiment, 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 merci Anise pour cette remarque. C'est d'autant plus important de sortir complètement de cette croyance, de voir le chemin parcouru, de comprendre ce qu'on a vécu, ce que ça nous a fait, les impacts que ça a eu sur nous, et de se détacher de certaines choses. Euh, vous savez, dans le programme posture parentale, je parle vraiment de ça, c'est les 2 premiers modules, c'est tout l'aspect émotionnel. Parce que cet aspect émotionnel, en fait, il a un impact extrêmement fort sur ce qu'on vit avec nos enfants. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et je comprends parfaitement la difficulté avec l'estime et la confiance à l'âge adulte, d'autant plus que c'est voilà, souvent un marqueur de ce qui s'est passé durant notre enfance et les décalages qu'on a pu vivre depuis toujours et qu'on n'a pas su exprimer ou qu'on ne comprenait pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Merci beaucoup pour cette, euh, pour cette remarque qui est qui est tout à fait juste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez aimé cette conférence? Est-ce qu'elle vous a parlé? Je ne suis pas sûre que c'était ce à quoi vous vous attendiez vraiment, je ne sais pas. Mais c'est l'impact que je voulais avoir. J'espère qu'il a été présent. Donc voilà, dites-moi un peu. Vous pouvez me dire dans le chat. Vous pouvez libérer le micro si vous le souhaitez avant qu'on clôture. Pas de questions? A priori, non. Eh ben, j'espère que
Avec plaisir, Agnès. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, un moment qui vous a donné à réfléchir. L'idée, c'est de pouvoir vraiment réfléchir. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ces rendez-vous de 30 minutes. Je vais peut-être vous le remettre dans le chat ici si vous voulez réserver pour les mamans qui ne l'auraient pas encore fait. Un rendez-vous de 30 minutes qui vous permet d'éclaircir certains points par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, des questions que que vous pouvez vous poser. Je suis à votre disposition pendant ces 30 minutes pour vous aider à réfléchir, à prendre de la hauteur, à voir quels sont vos besoins aussi, parce que souvent, en fait, on pense que enfin, tout est compliqué et qu'on n'arrive plus rien à faire, alors qu'en fait, on a quand même déjà aussi mis des choses en place. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et des fois, on n'a plus vraiment la lucidité de voir tout ça. Donc, vous avez ce rendez-vous de 30 minutes que vous pouvez prendre avec grand plaisir. Pour celles qui l'ont déjà pris, vous savez à quel point ça aide. Pour celles qui ne l'ont pas encore pris, osez cliquer sur le bouton « Je ne mords pas » et je suis là pour vous aider. Et alors, utilisateur de Zoom, je ne sais pas qui est-ce, mais merci si cette conférence t'a aidé à prendre du recul. Et donc, je vous dis au plaisir à la prochaine conférence pour pouvoir continuer à évoluer ensemble. C'était très agréable de vous avoir ici ce midi et je vous souhaite un excellent week-end. Au plaisir.